Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, chers militants et militantes d'Alliance démocratique et solidaire, c'est avec la plus grande attention que nous avons écouté le discours de vœux du chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, le 31 décembre 2023. Avant tout, nous tenons à saluer l'ambition du chef de l'État de la transition qui est de faire de notre essor vers la félicité une réalité palpable. Nous tenons à saluer ici l'audace, le courage et le sens des responsabilités de l'homme du 30 août 2023, ainsi que l'engagement sans commune mesure de tous ses frères d'armes. L'acte libérateur et l'ouverture de la transition vers la prospérité initiée par son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema est le fondement qui nous oblige, en même temps qui nous libère. Et puisque nous ne devons pas recommencer les errements du passé non lointain, nous tenions à saluer la teneur de ces vœux et les saluant, nous obliger patriotiquement à les étendre aux aspirations communes du peuple gabonais. Nous avons succinctement retenu 2 points simples. S'agissant des points forts, sur la réduction du prix du gaz, si cette mesure est amplement saluée par Alliance démocratique et solidaire, nous déplorons que l'annonce globale ne se porte pas plus largement sur les objets de consommation et de première nécessité. Le prix de l'huile, du kilo de riz, des produits carnés, viande, etc., du poisson et de l'énergie restent de véritables sujets prioritaires pour la majorité des Gabonais. Nous regrettons que les errements de la SEG ne soient pas abordés de manière décisive, car toute la population en souffre depuis des années. Sur les grands chantiers, sur la commande publique, il est indispensable pour les autorités de la transition de mettre en place des modalités claires et transparentes aux passations des marchés de construction qui seront mises en place par l'État gabonais. Ces marchés doivent comporter de manière inexorable des clauses de primauté du recrutement des entreprises et des ouvriers locaux. Les entreprises soumissionnaires gabonaises doivent être prioritaires. Afin de garantir leur solvabilité, les sociétés soumissionnaires doivent fournir à l'État la caution d'un établissement bancaire ainsi que des polices d'assurance. Chaque entreprise soumissionnaire doit justifier du recrutement d'ouvriers gabonais. En amont, l'Office national de l'emploi devra organiser une vaste campagne d'inscription et d'actualisation de ces fichiers. Les bases de données de l'Office national de l'emploi seront la base de recrutement des ouvriers et professionnels pour les grands chantiers envisagés par l'État gabonais. Sur la prise en compte des locaux, le projet d'envergure de Libreville 2 comprend une extension et probablement de nombreuses expropriations publiques. Il est indispensable que les autorités de la transition travaillent de manière plus efficace sur la communication et le dialogue avec les habitants des différentes zones concernées par le projet. Une démarche responsabilité sociétale des entreprises impose une consultation méthodique des populations
le respect de certains sites sacrés et l'intégration effective des ouvriers locaux pour la réalisation des chantiers. La sanctuarisation de certains sites sous les consignes des chefs traditionnels locaux est indispensable. Les expropriations doivent se montrer bienveillantes et respectueuses des attentes locales. Nous saluons le travail fourni sur ce point par l'Ordre des architectes gabonais. Sur l'accompagnement des entrepreneurs, le chef de l'État a évoqué la création d'une banque nationale de développement. C'est une excellente initiative, à laquelle nous ajouterons des mesures plus simples à mettre en œuvre, notamment le cautionnement par l'État de prêts bancaires destinés à la création de petites et moyennes entreprises dirigées par des nationaux et s'engageant non seulement à recruter, mais aussi à maintenir leur activité pour une durée qui ne peut pas être inférieure à 5 ans. La facilitation des démarches d'immatriculation des sociétés qui doivent être plus rapides selon des délais qui ne doivent pas excéder 15 jours. La mise en place d'une procédure rapide de recouvrement des créances devant le tribunal de commerce du Gabon. L'ordonnance d'injonction de payer sans débat, sans audience. En effet, certaines sociétés sont empêtrées dans un contentieux de créances trop long, qui sont incompatibles avec la survie économique de ces structures. Les obligations importantes les obligent souvent à licencier ou à se dissoudre. La création par l'État d'incubateurs au sein du Conseil économique, social et environnemental et au sein de la Chambre de commerce du Gabon. Des initiatives du genre existent au Gabon depuis au moins 2014. Outre les finances, un entrepreneur a besoin d'un accompagnement d'experts mutualisé durant une période allant de 2 à 5 ans et partiellement pris en charge par l'État. Les exonérations fiscales durant les 3 premières années de la vie économique de la société. Enfin, des incitations fiscales en cas de recrutement de jeunes femmes gabonaises et de jeunes Gabonais. Des incitations financières en cas d'implantation dans des zones rurales et reculées. S'agissant à présent du rachat de la société pétrolière Assala, nous saluons cette initiative forte du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, visant au renforcement de la souveraineté énergétique du Gabon. Si en 2024, la privatisation dure est un modèle économique discutable, nous préconisons la constitution par l'État d'un conglomérat composé par diverses sociétés et établissements tels que Comilog, SEG, Caisse des dépôts et consignations, etc. L'État conservant directement ou indirectement la majorité des parts et des droits de vote. L'ouverture du capital à des sociétés privées minoritaires permettra de faciliter les apports en capitaux qui peuvent être utiles à l'État gabonais. S'agissant du développement des collectivités locales, lors de son discours à la nation, le président de la transition a instruit le gouvernement de mener une réflexion sur les conditions d'application de la taxe sur la contribution foncière unique, CFU, laquelle contribuerait au développement des collectivités locales. Cependant, si cette initiative du CTRI tendant à sortir les collectivités locales de l'indigence financière afin d'en faire des cellules de base de l'aménagement du territoire est en soi louable, toutefois elle n'est pas suffisante pour réaliser l'intérêt public local. Pour comprendre, il convient en tant que besoin de rappeler ce qu'est la contribution financière unique.
pour s'apercevoir qu'elle n'est pas le remède cheval au développement des collectivités locales. La contribution foncière unique est un impôt 3 en 1. En effet, elle vient remplacer la contribution foncière des propriétés bâties, CFPB, la contribution foncière des propriétés non bâties, CFPNB, et la taxe forfaitaire d'habitation, TFH. Elle est entrée en vigueur sur toute l'étendue du territoire le 1er janvier 2023. Il s'agit d'une taxe annuelle payable par toute personne physique et morale détentrice d'un bien possédant un titre foncier, une réquisition d'immatriculation, un acte de cession ou un décret d'attribution. Elle correspond à 2,5% de la valeur nette imposable du terrain ou du bâtiment pour les personnes physiques, soit 250 000 francs CFA, et 16% pour les personnes morales, soit 1 760 000 francs CFA. Son produit est reversé aux collectivités locales pour financer le développement des services publics de proximité. Ce qui est fondamental à présent à savoir est que sa perception n'est pas effective depuis son entrée en vigueur, de sorte que le reversement de son produit aux collectivités locales n'est pas effectué, obérant ainsi le développement des services publics locaux. En effet, en premier lieu, les entreprises rechignent à la payer, car il s'agit pour elles d'une taxe de plus à régler. Pour la raison que plusieurs points n'ont pas été spécifiés, particulièrement les charges fiscales appliquées aux propriétaires fonciers qui sont par ailleurs les personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés, notamment. La conséquence pourrait s'avérer désastreuse, en effet, pour le développement des entreprises et des investissements, dans la mesure où la somme des taxes foncières ou des impôts à payer, qu'il s'agisse de la nouvelle contribution foncière unique, de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt synthétique libératoire, le quantum atteint 65%, voire 70% des revenus de ces entreprises. Il convient donc peut-être d'en réduire le taux ou d'en restreindre l'assiette. En deuxième lieu, les deux premières taxes composant la CFU, c'est-à-dire la CFPB et la CFPNB, sont assises sur la valeur cadastrale émise de manière purement imaginaire par l'administration fiscale. Pour ADS, il vaudrait mieux qu'elle soit assise sur la valeur vénale des propriétés dont le montant vérifiera l'utilité sociale de la dépense publique locale. Mais encore, pour que l'impôt local fournisse un meilleur rendement, il faudrait établir des titres fonciers et connaître la population de façon exacte. Cette CFU est en toute hypothèse insuffisante à contribuer au développement des services publics de proximité. L'on regrette donc que le président n'ait pas appelé à d'autres mesures plus fortes, comme la réforme de la loi relative à la décentralisation sur le plan fiscal. En effet, les collectivités locales sont encore enserrées dans un corset qui ne leur donne aucune marge de manœuvre fiscale. Alors, pourquoi ne pas consacrer constitutionnellement un pouvoir fiscal des collectivités locales et proposer aux législateurs d'identifier chaque catégorie de collectivité locale à un impôt qui est le sien et la rémunère à titre principal. Car il n'y a qu'une fiscalité locale incontestée dans son fonctionnement et valorisée dans son rendement qui permettent aux institutions locales de s'affranchir de l'inaction des pouvoirs publics centraux et de pouvoir disposer de ressources suffisantes pour mener des politiques publiques au bénéfice des populations locales. Dans cette perspective, l'attribution d'un pouvoir fiscal consisterait d'abord pour les collectivités locales à recevoir elles-mêmes tout ou partie des impositions de toute nature, notamment l'impôt sur le revenu des personnes physiques, IRPP, l'impôt sur les sociétés, IS, dont on sait qu'ils sont très rentables car liés
à l'activité économique. Toujours sur le plan fiscal, pourquoi les collectivités communales vouées à titre principal à créer et à fournir des services publics de proximité, comme le prévoit la contribution foncière unique, dans le but d'attirer les entreprises et les ménages et de les gérer, ne se verraient pas attribuer totalement le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, TEOM. Pourquoi ne pas enfin légiférer sur la compensation financière afin que le juge, une fois saisi, puisse vérifier la justesse des financements des transferts de compétences aux collectivités locales? Parce qu'une compensation exacte et glissante envers les collectivités locales, c'est-à-dire évolutive et suivant le cours réel de la compétence transférée, permet à la collectivité de financer la nouvelle attribution. Sur les mesures absentes, Alliance démocratique et solidaire regrette fort l'absence de propositions concrètes en matière de sécurité intérieure et de lutte contre la délinquance, la santé, les atteintes aux personnes, aux biens et la sécurité routière. Alliance démocratique et solidaire avait déjà indiqué le 9 décembre 2023 que les mesures économiques et les réformes institutionnelles ne valent que si, du jour au lendemain, les Gabonais ont le sentiment de revivre dans un pays sûr. Dans le Gabon où nos compatriotes pouvaient dormir la nuit, porte ouverte, sans crainte pour leur vie et celle de leur famille. Nous regrettons alors l'absence de mesures concrètes en matière de police, de la santé, l'absence de mesures concrètes sur la question de la justice, de la corruption et des libertés fondamentales, l'absence de mesures sur la sécurité routière et l'absence de mesures contre la consommation de drogue. S'agissant à présent de la mesure discutable, la libération des prisonniers. La libération des prisonniers annoncée par le chef de l'État est une coutume des anciennes républiques. Mais elle ne doit pas être la solution à la surpopulation carcérale. D'ailleurs, cette mesure a reçu dans l'opinion un accueil mitigé. 1000 prisonniers, c'est énorme. Et nos compatriotes sont légitimes à craindre le retour dans leur quartier d'individus qui sont restés inaccessibles à la vertu pédagogique de l'enfermement carcéral. Il n'est pas possible de libérer sèchement 1000 prisonniers. En effet, il est indiscutable qu'un prisonnier qui est resté imperméable à l'incarcération reste une menace pour l'ordre et la sécurité publique. Le chef de l'État aurait pu circonscrire cette mesure aux prisonniers politiques uniquement. Pour le reste, il y a des réformes à mettre en place, notamment la création de suivis socio-judiciaires, la mise en place de mesures conditionnelles à la libération, la mise en place d'obligations complémentaires, notamment de soins, des restrictions de sortie. L'État gabonais dispose du SAMU social gabonais, dont les missions peuvent s'étendre désormais à la question de lutte contre les addictions et la consommation de stupéfiants. Ainsi, les prisonniers reconnus pour des faits ayant un lien avec la consommation de stupéfiants ou facilités par leur consommation doivent obligatoirement avoir un suivi médico-judiciaire auprès du SAMU social gabonais ayant justifié. Cette annonce était prématurée et l'absence de précision explique sa discutabilité. Pour le reste, Alliance démocratique et solidaire travaillent ensemble au nouveau Gabon. Pour l'Alliance démocratique et solidaire, Sylvain Obam, vice-président numéro 3 et porte-parole, je vous remercie.